Salutations les fighters. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de notre ami Rachid, préparateur physique. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, aujourd'hui, nous allons faire un échange autour du combat qui a eu lieu entre Francis Ngannou et Miocic. Donc un combat qui était vraiment attendu. Juste avant de commencer, qu'on puisse apporter notre analyse, en face de vous, vous avez Rachid qui est préparateur physique au MMA Factory. C'est d'ici que les plus grands champions, en tout cas en France, sortent pour aller sur la route de l'UFC. Et donc Rachid a une chaîne YouTube qui s'appelle Entraînement de champions. C'est ça. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller voir. Vous verrez, il y a plein de bons conseils, plein de bonnes astuces pour se préparer, des astuces de champion. Voilà. C'est super d'avoir en tout cas cette richesse sur YouTube parce que Ouais. les conseils que tu vas donner, les techniques de préparation physique que tu vas donner à ces champions, on peut les retrouver sur ta chaîne. Donc, s'il y a des combattants qui nous regardent, qui nous entendent, n'hésitez pas à aller voir donc la chaîne de Rachid. Ça marche. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Merci déjà Sylvain pour ton accueil. Ça fait longtemps qu'on est en contact et à chaque fois on se disait qu'on allait mettre en place quelque chose. Et là on arrive enfin à faire une vidéo ensemble et ça c'est génial. Donc je suis vraiment content en tout cas que tu m'accueilles sur ta chaîne. Avec plaisir, tu es le bienvenu. Merci Sylvain. Donc moi c'est Rachid Aït-Moulay, donc préparateur physique, arts martiaux et sports de combat. Donc là actuellement je travaille au MMA Factory à Paris. À côté de ça, donc j'ai pratiqué le taekwondo pendant 26 ans. Je suis ceinture art 5e dan et en termes de passé compétiteur, j'étais partenaire d'entraînement pré-Pôle France puis Pôle France. J'ai eu 2 sélections en équipe du Maroc puisque je suis athlète binational et j'ai également entraîné en taekwondo pendant plusieurs années. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai formé pas mal de champions de France en taekwondo chez les jeunes, en benjamin minime cadet, et j'ai 2 athlètes qui ont intégré l'équipe de France en cadet. Voilà. Ok. Bah, du coup, ça fait de l'expérience, ça fait du niveau. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui nous découvrent grâce à cette vidéo, parce que forcément sur YouTube, dès qu'on commence à mettre le nom de champion, bah forcément, ça fait de l'audience, hein, on s'en cache pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, moi voilà, je suis Sylvain Morel, connu sous le nom de Sylfight, expert dans les arts martiaux traditionnels, plusieurs fois champion de France en boxe Sanda. Donc, ce qui va être très intéressant dans cet échange, c'est que bah, Rachid et moi, on a une certaine expérience en combat. Alors, pas forcément, on n'a pas fait forcément des combats de MMA. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Rachid, si tu as déjà été dans une cage ou quoi. Non, non, non. Non? Je gère la préparation physique au MMA Factory, mais je ne gère pas le D'accord. technico-tactique. Mais par contre, on s'y intéresse forcément depuis le Bien début sûr. de l'UFC. Voilà, Bah, le MMA, ça, ça, bien ça sûr. soulève pas mal de choses et c'est intéressant, quoi. Et puis même si on n'a pas forcément fait de compétition, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui sont un peu contre le fait que des gens donnent leur avis sur un sport qu'ils ne pratiquent pas. Nous, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une certaine expérience déjà en compétition, que ce soit du taekwondo ou de la boxe sanda, la manière de se préparer, les techniques qu'on met en place lors des combats. Donc je pense que cet échange, il va être très intéressant et ça va permettre aussi à ceux qui nous regardent de se faire vraiment un avis, de se faire une idée, d'avoir surtout l'analyse de personnes qui ont déjà pratiqué des sports de combat. Bah déjà, ouais, effectivement, ce combat-là, je pense, c'est comme tu le disais en introduction, c'était un combat très très attendu. On a eu un combattant, donc Francis Ngannou, qui a fait toute sa formation entre guillemets en France et qui est récemment parti aux États-Unis pour justement pour pouvoir évoluer un peu plus, parce que je pense que il souhaitait justement voilà évoluer et puis je pense que peut-être que voilà en France il Bien avait sûr. peut-être plus ce qui lui semblait être bon, etc. Donc, et on a un Stipe Miocic très très expérimenté qui a été champion enfin comment dire, qui a conservé sa ceinture à plusieurs reprises face à différents ténors. Et d'ailleurs, du coup, ils disent que c'est un des poids lourds qui a le plus conservé sa ceinture, même s'il est un peu sous-coté au MMA parce qu'il est peut-être pas aussi bankable que Conor McGregor ou des gars Bien comme sûr. ça. Euh, Ça va venir, je pense. Ouais, voilà, voilà, et donc c'était vraiment un combat très attendu, puisque Francis Ngannou a complètement atomisé tous les ténors, on va dire, poids lourds de l'UFC sur peut-être 5 ou 6 combats. Bien Et sur sûr. le title shot, donc là où il devait justement prendre la ceinture, tout le monde pensait que c'était Francis qui allait gagner. Ça s'est absolument pas passé comme ça. Stipe Miocic a gagné il y a 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et là, c'est Francis contre Miocic, la Ouais, revanche. la Et revanche, du ouais, je coup, bah comprends. là, bon, tout le monde a vu le combat, on sait que Francis a gagné. Et du coup, bah, ce qui m'amène à te poser bah, ma première question.
En termes d'évolution, je sais que tu as vu le combat d'avant et le combat d'aujourd'hui. D'un point de vue technico-tactique, qu'est-ce que tu as vu de différent chez Francis et chez Stipe aussi? Je pense que c'est intéressant aussi de voir. Voilà. Alors, pour avoir regardé, oui, effectivement, je pense que certains l'ont fait aussi comme moi. J'ai été revoir donc le premier combat pour déjà me faire une idée de la stratégie de Francis Ngannou et puis aussi de Miocic. J'ai vu déjà que lors du premier combat, Francis Ngannou, donc quand il démarre un combat, il est très explosif, mais j'ai trouvé que lors du premier combat, on parle bien du premier combat, je l'ai trouvé lent. Enfin, je veux dire, j'ai pu voir qu'il y avait un épuisement physique, et malheureusement, bah, ça n'a pas joué en sa faveur. J'ai pu voir que son adversaire, Miocic, lui, il avait beaucoup amené au sol, beaucoup de luttes. Auquel Francis Ngannou s'est retrouvé un peu, selon moi, dépassé. J'ai pas eu le sentiment que Francis Ngannou dominait le combat, en tout cas, surtout au niveau de la lutte. Et là, pour maintenant rebondir sur ce combat qui a eu lieu samedi, eh ben, j'ai pu voir que Francis Ngannou, déjà, sa garde, elle n'était pas basse, elle était un peu plus haute que lors du premier combat, ce qui montre bien que quand on commence à avoir des faiblesses musculaires, quand on commence à être fatigué, bah forcément, on baisse sa garde, on va être moins performant sur des stratégies, sur des techniques, parce que le corps, voilà, il fatigue. Là, on peut voir déjà, j'ai vu aussi à un moment donné son adversaire qui a essayé de tenter une projection ou de le saisir. Je ne sais plus c'était quoi comme Je crois qu'il lui a saisi une jambe à un moment donné. Voilà. Et là, Francis Ngannou, il a directement, en un fragment de seconde, voilà, il a tourné autour de son adversaire. On sent qu'il y a eu à ce niveau-là une préparation. Et je pense qu'il s'est aperçu que lors de son premier combat, il avait des lacunes au niveau de la lutte. On sent qu'il y a une amélioration. Et puis, et le fait aussi qu'il remporte le combat au deuxième round, on sent une volonté aussi de Francis Ngannou de ne pas faire durer le combat comme lors du premier combat, les sur 5 rounds. Le combat a été, je trouve, hein, tu me diras si tu es d'accord avec moi, ça a été quand même rapide, quoi. Je veux dire, au bout du deuxième round, on n'en parle plus, donc c'était incroyable. Ouais, je partage ton sentiment là-dessus. Effectivement, c'était un combat à sens unique, entre guillemets. On a vu clairement que Francis Ngannou, il a travaillé sur ses lacunes, qui était le côté endurance musculaire, qui était le côté, enfin au niveau préparation physique, qui est mon domaine de compétence, donc endurance musculaire, endurance puissance. Et on a vu qu'il avait une meilleure gestion de l'effort, qu'il ne s'emballait pas et qu'au niveau mental, je pense qu'au niveau mental, il y a eu un travail qui a été fait parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'après le premier combat contre Miocic, il est tombé face à un adversaire qui, sur le papier, franchement, il aurait pu le battre plus ou moins facilement, totalement attentiste. Donc on a vu que mentalement, il a été touché par cette défaite contre Stipe Miocic, la première. Là, par contre, on a vu qu'il y a un réel travail qui a été fait, une gestion des émotions. Il était vraiment connecté à son combat, il travaille tranquillement. Il allait piquer Stipe Miocic quand il fallait, il reculait quand il fallait, il se remettait, il prenait possession de l'aire de combat, etc. Déplacement à droite, à gauche. L'idée pour lui, c'était vraiment de venir progressivement étouffer son adversaire, lui donner le moins possible d'options et de champs d'attaque, justement pour le mettre à mal. Et puis au moment où il a vu l'opportunité, comme on a vu, voilà, il l'a saisi et puis c'était terminé, quoi. Parce que là, après, au moment où il a pu justement laisser parler la puissance, la foudre, comme on dit, c'était réglé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Francis, c'est celui parmi, et pourtant il y a des poids lourds qui sont très puissants à l'UFC, c'est celui qui a le plus de punch. Il y a une espèce de machine à coups de poing, parce que je sais que toi, tu affectionnes la machine à coups de poing. Tu as fait des vidéos dessus. J'ai fait quelques vidéos dessus qu'on retrouve sur ma chaîne. On pourra les mettre, parce qu'elles sont super, les vidéos que tu as tournées là-dessus, et c'est sympa de le voir. Il y a une machine à coups de poing à l'UFC où, en fait, il y a une unité de mesure. Alors, je t'avouerai que je ne sais plus d'un point de vue physique comment est-ce qu'on mesure la puissance. Je crois que c'est en newton ou en watts, je ne sais plus. Mais c'est lui qui a eu le punch le plus puissant de tous les combattants UFC, tu vois. Ouais, c'est normal. Moi, ils m'ont pas encore fait venir, moi. Ils m'ont pas encore fait venir. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est après forcément, donc c'est un poids lourd et le fait qu'il soit en plus lourd, c'est qu'il est explosif et rapide. Ouais. Moi, il me semble que Ngannou déjà c'est un grand fan de Mike Tyson déjà. Et puis je pense que le fait qu'il soit fan de Tyson, je pense qu'en lui il voit aussi une certaine inspiration. Parce que c'est vrai que quand on le voit frapper lors de ses combats,
clairement, c'est des parpaings qui t'envoient, quoi. Et on sent cette explosivité très souvent dans les catégories lourdes. Les coups, parfois, bon, voilà, ils sont forts, mais on les sent enfin, moins explosifs, moins rapides. Et lui, il arrive à conserver cette rapidité, cette explosivité. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un certain travail qui a été fait du côté de Francis Ngannou, donc l'équipe qui l'entoure. Alors après, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que le fait qu'il ait gagné ce combat, le fait qu'il ait changé d'équipe, c'est ça qui peut jouer aussi en sa faveur? Est-ce il peut y avoir un rapprochement avec ça ou pas? Toi qui es du MMA Factory, qui est préparateur physique, est-ce que ça a pu jouer en tout cas pour sa victoire ou pas du tout, selon toi? J'en suis pas convaincu. Enfin, je ne pense pas même dans le sens où. Attends, excuse-moi de te couper. Juste pour ceux qui nous écoutent, ce que je souhaite dire, en fait, c'est ce que je souhaite préciser, parce que peut-être des gens ne le savent pas, c'est que lors de son premier combat, donc, il était donc, au MMA Factory, et là, actuellement, il est plus au MMA Factory. Donc, Voilà, ouais, c'est ça. Il ouais, évolue dans une team aux États-Unis. Alors, je ne me souviens plus exactement du nom de la team, où il y a pas mal d'athlètes, dont Ilir Latifi, qui est un ancien light heavyweight et qui est maintenant en poids lourd, qui est enfin, qui a fait même partie du top 10 hein, en light heavyweight, la d'accord? catégorie de John Jones, Mhm. pour ne pas le citer. Et pour en revenir à ta question, non, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, dans la carrière d'un athlète, pour des questions qui sont. En fait, c'est un ensemble. C'est pas forcément uniquement le côté progression qui va faire que tu vas changer ou D'accord. pas de team, dans le sens où, pour donner un exemple, donc Francis, il a fait tout son parcours initial au MMA Factory. Il a préparé, alors je ne vais pas dire de bêtises, peut-être 6 combats là-bas, jusqu'au title shot face à Stipe Miocic. Euh, il, il a fait toute sa formation là-bas. Ensuite, il a quitté le MMA Factory. Mais après, derrière, voilà, juste pour te donner un exemple, il y a un autre poids lourd là qui est en train de monter, qui est numéro 4 à l'UFC et qui est D'accord. aussi un pur produit du MMA Factory qui s'appelle Cyril Gane, un Français. D'accord. Donc, pour te dire que c'est. Moi, j'ai pas de. Je pense que d'un point de vue technico-tactique, préparation physique, etc., préparation mentale, Bien sûr. pour dire que là-bas, vraiment, il y a une structure qui est vraiment très professionnalisée avec des ostéos, des kinés, etc. Il y a tout un écosystème Bien de sûr. partenaires et de professionnels pour encadrer Tu es et plus travailler entouré, sur quoi. les. Il y a plus d'outils qui sont mis à disposition, tu es plus entouré et tu Voilà, es plus c'est dans un ça. milieu qui te permet de Voilà, progresser, c'est quoi. ça. Après, c'est plus complexe qu'aux États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, au même endroit, bah, les budgets, ça va pas être les mêmes. Les structures, elles sont gigantesques. Le monde est sur place, etc. Nous, en termes d'organisation, c'est un petit peu plus complexe, mais on y arrive quand même. Et on sort quand même des combattants qui sont d'un niveau exceptionnel. Donc, comme je te le disais, s'il y avait que Francis et qu'après, il y aurait eu personne d'autre, à la limite, on se serait dit, bah, Francis, c'est un diamant brut. Quelle que soit la team où il aurait été, n'importe quel entraîneur aurait pu le tailler et puis c'est un Bien sûr. diamant et puis c'est un diamant après à valeur inestimable. Bien sûr. Là, c'est pas le cas dans le sens où il y a Cyril Gane qui est sorti, il y a Nassourdine Imavov là qui a intégré l'UFC il y a pas longtemps, qui a remporté plusieurs combats. On a on est quand même une des rares teams françaises à sortir autant de combattants UFC. Il y a même des médias qui disent que Fernand Lopez a les clés de l'UFC, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est Tellement, incroyable. parce que Après, c'est pas un hasard. C'est pas un voilà, hasard. C'est c'est sûr pas que hasard, si à un c'est moment le, donné, on voit qu'une école comme le MMA Factory, qui est une fabrication de champions, ouais, c'est pas un hasard. Faut se le dire franchement. Et je voilà, c'est pense que ça. sur ce combat, Francis Ngannou, ce qui s'est passé, c'est que même si à l'époque, il était donc coaché par Fernand Lopez hein, lorsqu'il a Ouais, fait c'est son ça combat. exactement. Ouais. La seule chose que Francis Ngannou a fait, bon, certes, il s'est entouré, il a été aux États-Unis, c'est ça, Mm. il a pu s'entourer d'une équipe de plus de personnes pour progresser, mais et puis je pense que il a pu aussi voir ce qu'il avait fait, il a pu voir les erreurs qu'il avait commises lors de son premier combat, et tout simplement, il a travaillé là-dessus, quoi. Clairement, je pense qu'il a fait son autocritique lui-même. Et Bien puis, sûr. son passage entre le MMA Factory et les États-Unis, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais Sûr. donc voilà, je pense qu'il a même eu, probablement, enfin, il a eu même, je pense, des feedbacks du staff du MMA Factory. Il a fait son autocritique. Ensuite, je sais il a pas mal passé de temps à l'UFC pays, qui est l'UFC Performance Institute, qui est un petit peu l'INSEP professionnel où tous les combattants en contrat avec l'UFC ont le droit d'aller s'entraîner là-bas, c'est à Las Vegas, avec des coachs, une équipe de préparateurs physiques très très professionnels, etc.
des staffs médicaux, des nutritionnistes, etc. Mais c'est surtout au niveau infrastructure où là-bas, c'est phénoménal en termes de matériel, en termes de… Il y a des Donc moyens, voilà, quoi. Ouais, il y a beaucoup de voilà. moyens qui sont mis. Donc il a passé pas mal de temps là-bas, notamment avec Bo Sandoval, qui est le directeur du département de préparation physique. Je pense D'accord? que il y a eu peut-être des directives comme quoi effectivement il y a quelque chose à faire, mais que d'un point de vue physique pur, enfin sur certaines qualités physiques qui sont notamment des qualités qui tournent autour de l'endurance, il y avait quelque chose à faire. Donc du coup ils se sont dit, on va mettre les meilleurs. Il faut que ce mec-là ait un moteur qui lui permette de tenir 5 rounds, qui lui permette de réitérer sa puissance, Bien sûr. ce qui n'était pas le cas sur l'affrontement numéro 1. Et puis après, il a intégré la team dans laquelle il est actuellement. Il a peaufiné ses stratégies, peut-être travaillé, je pense, beaucoup plus tout ce qui est grappling, Je pense, ouais. voilà, Ouais. travail au C'est ce qui lui a causé sol. du tort, c'est ce qui lui a vraiment causé du tort lors du premier combat. Moi, franchement, les points forts que je retiens de ce combat, enfin, ce qui lui a vraiment causé ce tort, ça a été le fait de peut-être pas être, alors je dirais pas peut-être bien préparé, je sais pas, là, j'ai pas vu la préparation à laquelle il a pu, enfin, je dirais accéder, mais on a pu voir qu'au niveau de sa lutte, ouais, il y avait des choses à améliorer. On a pu voir qu'au niveau de son endurance musculaire, il y avait des choses à améliorer. Et c'est ce qu'il a fait lors de ce deuxième combat, parce que déjà, quand on a vu la réaction qu'il a eue lorsque son adversaire a voulu le saisir, ça a été direct, ça a été instantané. Il a réagi à la vitesse de la lumière. Et ce que j'ai aussi aimé lors de son combat à Francis Ngannou, ça a été le fait qu'il change de garde aussi à des moments donnés. Je le voyais, qu'il se mettait en garde de gaucher. Je sais qu'effectivement, il y a le fait que tu sois droitier ou gaucher, mais je sais qu'en MMA, de plus en plus, les gars travaillent un peu sur les deux gardes, un peu comme au taekwondo, tu vois. C'est cool ça. Parce que C'est bien. ça permet, comme tu le disais, tu envoies vraiment des signaux différents. Et Tu exactement. satures ton adversaire de Voilà, signaux, d'informations. il sait pas d'où ça vient, et Bien puis sûr. voilà. C'est vrai qu'au taekwondo, on le retrouve beaucoup, hein. J'ai eu l'occasion de faire un championnat de taekwondo un jour, de Ouais, me lancer comme ça ouais, j'ai vu, ouais. pour essayer. Et c'est vrai que moi aussi, je le recommande à mes élèves. Je leur dis voilà, de pas toujours rester sur la même garde. C'est bien de changer sa garde aussi pendant le combat. Après, c'est sûr qu'il faut se préparer à l'entraînement. Et puis, même si à un moment donné, on est blessé, si par exemple, tu prends plein de coups au niveau de la cuisse et qu'à un moment donné, tu n'as plus envie de prendre des coups et que tu sens que tu as mal, bah, tu peux changer ta garde. Donc, ça, j'ai super apprécié quoi, son changement de garde parce que je trouve que c'est une manière un peu de perturber son adversaire, tu vois, et Ouais, ça, j'ai trouvé ça cool, quoi. Et ce coup de pied aussi qu'il a mis au visage de son adversaire. ouais. D'ailleurs, il l'a fait quand il a changé la garde. Ça, enfin, même toi qui fais du taekwondo, en tout cas, moi, dès que je vois des gens se lever, je suis en kiff. Parce que je me dis, bon, chaque combattant a sa spécialité, mais pour un combattant comme Francis Ngannou, qui est un poids lourd quand même, lever sa jambe, c'est quand même prendre un risque dans le sens que il peut se faire saisir, et quand on se fait saisir la jambe, eh ben, c'est là où on est le plus vulnérable, on peut se faire déséquilibrer. Donc j'ai trouvé ça pour un poids lourd plutôt cool, quoi. Comme tu disais, ouais, effectivement, sur les poids lourds, c'est rare de voir des high kicks, quoi, tu C'est vois. ça. Sur les poids légers, tu sais, on a des mecs, enfin des poids lightweight, on a Edson Barboza qui a mis l'un des meilleurs KO de l'UFC, un coup de pied retourné, tu vois. Mais c'est des choses qu'on voit pas chez les poids lourds. Et C'est voir ça. Francis Ngannou mettre un high kick jambe gauche, je Il l'ai est grand. jamais vu Ouais, sur un ouais. combat UFC mettre un high kick, tu vois. Ouais, ouais, c'est impressionnant de voir Ouais, une masse aussi imposante comme ouais, ça lever ses jambes. On voit vraiment une volonté de Francis Ngannou de chercher à être complet, quoi. Il ne se contente exact. pas d'utiliser que son poids pour faire de la lutte. Le gars, c'est un puncher. La lutte, on sent qu'il y a des progrès qui ont été faits à ce niveau-là. Il commence à lever ses jambes. Dans pas longtemps, il va nous faire des coups de pied sautés. Donc, moi, j'ai une autre question, Rachid. Euh, qui pourrait intéresser ceux qui nous écoutent. Francis Ngannou, on le sait, il a commencé le MMA tard. Il a un parcours, c'est vrai, exceptionnel. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura un jour un film ou un livre qui sera écrit sur son histoire. Est-ce que il a des prédispositions par rapport à son physique, par rapport à ses gènes, ou n'importe qui peut prétendre comme ça à son âge, avec son poids, se lancer comme ça et aller aussi loin? Toi qui es préparateur physique, comment Bah, tu peux nous expliquer les choses? Effectivement, ouais, en préparation physique, quand tu as un athlète comme ça à gérer, tu te poses la question, déjà, dans la discipline ou par rapport à ton athlète, la part d'inné et la part d'acquis. L'inné, D'accord, c'est ton capital un peu génétique, c'est d'accord, ton bagage avec quoi tu arrives dans ta discipline. Et l'acquis, c'est qu'est-ce que tu vas acquérir justement comme compétence, comme qualité pour pouvoir justement prétendre à la performance dans la discipline que tu bien sûr. pratiques.
Et quand on voit Francis, effectivement, on se dit, après, sans avoir fait, moi, j'ai pas fait d'analyse, tu vois, au niveau musculaire, etc. Mais par rapport à son morphotype et par rapport à la façon dont on l'a vu bouger sur ces différents combats, on voit que c'est un peu le même gabarit, pour faire simple, pour vulgariser les choses pour ceux qui nous écoutent. C'est un peu comme un sprinter, mais gros format, tu vois. D'accord. Donc, on imagine beaucoup de fibres rapides parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau musculaire, vous avez les fibres lentes et les fibres rapides. Sans rentrer dans le détail, les fibres rapides, c'est ce qui va vous permettre d'être explosif. Les fibres lentes, c'est ce qui va vous permettre d'être plus endurant. Mais les personnes qui sont secs, souvent ont des fibres rapides, hein, comme en boxe taille, les mecs qui sont très secs, c'est des fibres rapides, hein, on peut avoir aussi des gars secs avec des fibres lentes, comme les marathoniens. L'archétype plutôt des fibres rapides, c'est plus le sprinter. Tu vois, le sprinter, tu le vois, lui, c'est vraiment. Ou un haltérophile, tu vois. Mais c'est quelque chose qui se transforme, qui se change. C'est-à-dire que, est-ce que les fibres rapides et les fibres lentes, tu les as en fonction de ce que tu pratiques, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se modifier par l'entraînement? Alors, tu peux travailler sur les fibres, en fait, tu peux travailler sur le diamètre de tes fibres, en fait. D'accord? Une fibre lente, que je ne dise pas de bêtises, elle ne peut pas se transformer en fibre rapide. Par contre, l'inverse est possible. Si tu fais rien du tout, avec le temps, si tu es explosif à la base, tu peux te retrouver avec beaucoup de fibres lentes. Par contre, là où tu peux agir, c'est sur le diamètre des fibres. C'est-à-dire que, moi, je te donne mon exemple personnel. Moi, j'ai vraiment, d'un point de vue inné, plus de prédisposition pour les sports d'endurance, le marathon, la course de fond. C'est ce par quoi j'ai commencé. J'ai énormément peiné au début dans ma pratique du taekwondo parce que je manquais de vitesse. Mais en travaillant sur ma préparation physique, et c'est comme ça que j'ai découvert ma préparation physique, en travaillant sur des méthodes de pliométrie, des bonds, des sauts, etc. J'ai amélioré mon temps sur 20 mètres départ arrêté. J'ai amélioré mon explosivité, ma vitesse, et puis du coup, j'ai pu développer de la vitesse et de l'explosivité. Est-ce qu'il y a une méthode simple pour qu'on puisse savoir si on a des fibres rapides ou des fibres lentes? Il y a quelque chose qui permet de le savoir, un entraînement particulier qui donne un indice, quelque chose comme ça? Des choses assez simples, c'est déjà voir un petit peu ta détente. Tu vois, si tu as beaucoup de fibres rapides, tu auras peut-être plus de détente. Bon, j'ai des fibres rapides, moi, c'est sûr. Voilà, moi, les acrobaties et tout, c'est vrai que. Soit tu en as, soit tu les as bien développées, en fait. Voilà, d'accord, ok. En fait, là, c'est plus pour quelqu'un, un débutant. Un débutant, par exemple, si tu veux voir si c'est quelqu'un d'explosif ou pas, tu lui fais faire un test de détente, tu vois jusqu'où il saute. Si tu le fais à tous tes élèves, ça te permet de dégager une tendance. Tu sais que lui, il est dans le haut de la pile alors qu'il vient de commencer le kung-fu. Tu sais que lui, laisse tomber, tu vas le faire bosser un peu, ça va être une bombe atomique. Le 20 mètres départ arrêté aussi, c'est intéressant, parce que là, ça te permet de voir à partir du moment où tes élèves ont travaillé sur le démarrage, ça te permet justement de voir l'explosivité, le travail du départ, l'accélération, combien de temps, en fait, tout simplement. Moi, je le faisais avec un footballeur, par exemple, qui était beaucoup plus explosif que moi. Il me battait à chaque fois, mais ça me permettait, tu vois, j'essayais de le rattraper. Alors que sur 100 mètres, j'arrivais à l'avoir, tu sais, sur l'accélération à la fin. Mais sur le départ, tu sentais que lui, d'un point de vue explosivité, il était au-dessus de moi. Il démarrait fort, quoi. Il démarrait fort. Il y a des techniques comme ça, ça peut te permettre de savoir. Et lui, donc Francis Ngannou, on serait d'accord pour dire que c'est un combattant qui a des fibres rapides, ce qui est plutôt rare chez les combattants de cette catégorie. Non, je pense que chez les combattants, on va dire, enfin, a priori, je pense que c'est pas rare. Après, la difficulté qu'ils vont avoir, ça va être plus justement le fait que la masse qu'ils ont à déplacer qui va faire qu'ils vont peut-être être un peu moins rapides ou qu'ils vont avoir du mal à être puissants longtemps, en fait. Comme c'est des gros gabarits, la différence de Francis avec les autres, c'est que lui, il a peut-être ce pourcentage de fibres rapides qui est peut-être plus élevé que les autres combattants. Mais derrière, il a aussi cette capacité à aller vite sur ses techniques. Quand il a envoyé des uppercuts, des crochets, etc., c'est pas pour rien que les mecs, je sais plus, sur les 5-6 combats, il a passé très peu de temps dans l'octogone. Premier round, quelques échanges, bam, contact, le gars, c'était fini, tu vois. Et puis, ça lui permet de préserver son capital santé, parce que c'est vrai que finalement, quand on combat et qu'on met un terme vite au combat, enfin,
on s'abîme pas, quoi. Je veux dire, on voit des combattants qui terminent leur carrière et qui ont des visages, on sent qu'ils ont pris des chocs déjà pour le cerveau, parce que bon, on connaît les risques qu'on peut rencontrer lors de ces combats, hein, que ce soit des commotions cérébrales, des décollements de la rétine, ou même des séquelles qui peuvent apparaître plus tard avec l'âge. Mais on sent aussi que Francis Ngannou, plus vite il met terme au combat, plus vite ça l'arrange. On sent que c'est un combattant qui n'a pas envie de faire durer les combats. Alors, peut-être que tous les combattants n'ont pas envie de faire durer les combats, mais lui, on sent qu'il veut mettre KO rapide et c'est aussi quelque chose dans lequel il s'est spécialisé, quoi. C'est ça, ouais. Sur les premiers combats, c'était quelque chose qu'il voulait faire, mais ça lui a peut-être porté préjudice sur le premier combat avec Miocic, tu vois, parce que Complètement. Miocic, je pense il avait vraiment travaillé sur sa stratégie où il voulait vraiment emmener Francis Ngannou le plus loin possible dans les 5 rounds pour qu'à un moment donné, quand il voyait qu'il n'avait plus de jus, bah, qu'il le cueille, qu'il continue à travailler, qu'il marque des points, Complètement. etc. Bah Il d'ailleurs, savait pertinemment qu'il n'allait pas mettre KO Francis Ngannou, mais l'idée pour lui, c'était d'aller au bout des 5 rounds et qu'au fur et à mesure du temps, bah, l'énergie de Francis aurait fait ça, alors que c'est celle ça, de Miocic, elle descend très légèrement. Donc, du c'est coup, il en ça, profite pour piquer, bien sûr. piquer, piquer, Je marquer suis des points. complètement d'accord. Ouais, Et à ouais. la fin, il a gagné comme ça le premier Mais combat. j'ai eu l'impression que Miocic, il a pris un peu plus de risques parce que autant lors du premier combat, j'ai senti qu'il a voulu donc faire durer le combat pour se donner toutes les chances de gagner. Mais à des moments donnés, quand Francis Ngannou, avant, déjà, il est énormément sur l'offensive, c'est-à-dire que il recule pratiquement jamais, Ngannou. Mm. Quand on le voit, il avance, il en impose. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a pris le KO, parce qu'il me semble que le KO, il a pris sur un contre. On le voit s'avancer. Et Ouais. je pense que Miocic aurait dû peut-être remettre en place cette stratégie, c'est-à-dire de faire durer les combats, reculer, tu vas pas trop prendre de risques et de l'amener au moins jusqu'au quatrième round pour pouvoir après mettre en place ses stratégies, quoi. Moi, je pense, après, c'est ma vision et mon avis qui n'engage que moi. Il a été cueilli au vif dès le départ. Ça veut dire qu'il a été touché sur quelques impacts déjà au premier round. Il a fallu avoir un KO déjà avant le KO qui a fait que le combat se terminait. Il a pris déjà un coup Ouais, qui était à la limite du KO déjà. c'est ça. Et puis même au début du premier round, il y a eu quelques impacts. Et je pense que ces impacts-là l'ont marqué psychologiquement et il s'est totalement démobilisé. Donc du coup, dans tout ce qui est game plan, etc., quand c'est comme ça, c'est très très difficile lorsqu'on sent que le combat nous échappe. Bien sûr. Quelquefois, on peut tenter notre va-tout, on n'est plus aussi lucide. Je me souviens que son coach, parce que quand j'ai regardé le combat, la caméra était justement dans le camp de Stipe Miocic entre les D'accord. deux rounds. Et son coach lui a dit a little bit more explosive, tu vois, va un petit peu plus vite. Mais on sentait que Stipe, il en avait plus sous le pied, il avait été touché. Parce que C'est la ça. différence entre tes qualités physiques, ton game plan face à ton adversaire, il y a une composante que toi, tu maîtrises pas beaucoup quand tu montes sur un ring ou un tatami, c'est qu'à un moment donné, ton adversaire, il va t'impacter, il va te toucher. Bien Donc à sûr. partir du moment où il te touche plusieurs fois, même si physiquement tu es prêt, que tu as un game plan, ça se joue là. Et Et ça a des conséquences est-ce que sur le les game plan il performances. tient toujours la route quand c'est comme ça ou pas? Tu vois, c'est pas simple. C'est Donc ça. je pense que là, à partir du moment où il a été touché une ou deux fois, c'était lui dans sa tête, il était voilà, c'était Et Francis Ngannou, je pense qu'il a dû le percevoir parce que c'est vrai que pour avoir fait de la compétition, et toi tu en as fait aussi, donc ça doit te parler, ça en parlera peut-être aussi à ceux qui ont déjà fait de la compète. Quand on observe son adversaire et quand on le touche, on le voit sur le visage, on le voit dans les yeux que ça peut déstabiliser son adversaire, hein. Un mauvais exact. coup, on sent qu'on a l'ascendant psychologique, que le combattant en face, lui par contre, le coup l'a perturbé. Et là, c'est peut-être ce qui s'est passé avec Francis Ngannou. Je pense qu'il a aussi pris le dessus parce qu'il a vu que lorsqu'il a mis les premiers coups, quand il y a eu le premier coup qui a failli le mettre KO, Francis Ngannou, et je pense qu'il a senti qu'il avait l'avantage. Et la preuve en est qu'au deuxième round, eh ben, il a fait ce magnifique KO C'est ça. et c'était assez impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Et il l'a fait, je pense, en deux étapes. La première étape où il a piqué plusieurs fois Stipe Miocic, où il a placé ce magnifique high kick du gauche. Et la deuxième étape, je pense que là où Francis a vraiment pris l'ascendant psychologique, où il s'est dit là c'est bon, franchement, sauf accident, le combat il est plié en ma faveur, c'est quand Stipe Miocic a essayé de lui attraper les jambes, qu'il a sprawlé, qui s'est mis sur lui, qui a tout de suite, qui est passé sur le C'est côté. ça. Donc avec le visage de Stipe Miocic face au sol et les points qui arrivent comme ça de Francis,
bien Là, il sûr. s'est dit, franchement, là j'ai l'ascendant. Ça veut dire que là, je lui ai mis dans la tête, je vais planter la graine comme quoi ton grappling n'a plus aucun effet sur moi, mon gars, C'est tu vois. ça. Et C'est ça, c'est exactement dur ça. pour un combattant. Parce que Ouais, bien toi, quand sûr. tu as ton point fort qui fait que tu vas gagner ou Et que ça a pas, marché. Ça a et marché que la première fois. Peut-être qu'il ça a s'est marché dit, la voilà, première fois, et que là, ça marche pas, que le gars, il t'a contré, que tu sais que tu n'as plus d'armes, tu es désarmé, tu vois. C'est c'est vraiment chaud. dur psychologiquement. C'est chaud, Donc, ouais. j'aurais bien aimé voir un peu à quoi pensait justement Stipe Miocic à ce moment-là et comment il a géré psychologiquement. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'il a mis en place les actions, qui s'est jeté sur lui, etc. Tu vois. Bien Parce que ça, sûr. c'est intéressant de le voir. Parce que Et là, puis après c'était dur aussi, pour lui. comment les combattants gèrent aussi quand ils se retrouvent face à des adversaires qui sont plus lourds qu'eux. Même, bon, des fois, l'aspect physique, ça fait pas tout, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de muscles et qui sont des excellents combattants. Mais de se retrouver face à quelqu'un qui est beaucoup plus lourd que soi et qu'on impose plus au niveau musculaire, parce que quand on regarde le combat, quand on regarde les bras de Francis Ngannou et les bras de Miocic, on se dit, ah ouais, il y a quand même une différence de poids, de musculature. Maintenant, après, ça n'enlève rien au fait que on peut forcément ne pas être musclé et être très très bon tacticien, quoi. Donc, mais c'est C'est vrai que dans ça. la tête de Miocic, ça a dû être vraiment une épreuve de se retrouver face à ce combattant et de se dire, bon, il y a une grosse pression sur moi, j'ai gagné le premier combat, les gens attendent que je regagne ce combat-là, mais si je le perds, comment ça va se passer? Donc je pense qu'en fait, Miocic, il a dû aussi lui avoir cette pression psychologique de se dire, ce mental, est-ce que je vais réussir à être à la hauteur comme je l'ai été lors du premier combat, quoi. Ouais, je pense Ouais, que ouais, il devait avoir une pression effectivement au niveau médiatique, au niveau de l'UFC, etc. Parce que ça fait longtemps qu'il détenait la ceinture. Après, il y a une différence de poids entre les deux, hein. C'est c'est ça, comme, ouais. 20 alors kilos, non, 15? ouais, autour de 15, hein, peut-être un peu moins, parce que Ouais, je crois que la catégorie poids lourd à l'UFC, enfin en MMA d'un point de vue général, je crois que c'est autour de plus de 93 kilos. Après, le plafond, justement, parce que c'est 93 jusqu'à un poids limite maximum, d'accord. mais ce plafond, en fait, est vachement élevé. Donc, du coup, on peut se retrouver avec des combattants en poids lourd qui ont quand même un gap. Là, on a quand même 14 kilos d'écart, autour de C'est 13-14 c'est kilos. assez énorme. Même au niveau C'est des coups, ça énorme. doit se ressentir. Déjà, Ah, bien en sûr. compétition, quand on voit qu'il y a, enfin, voilà, dans les catégories de 5, il y a 5 kilos d'écart, Ouais, déjà, c'est énorme. Quelqu'un qui va même avoir 3 kilos, 4 kilos d'écart, tu le s'il sens. met un coup, tu le sens direct. Sans direct, Alors ouais. là, plus de 10 kilos, 15 kilos d'écart, c'est vrai que quand il doit mettre un kick ou quand il envoie un coup de poing, c'est vraiment, vraiment un missile et c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est Ah ça. ouais, Parce que nous, en fait, dans les arts martiaux et sports de combat, en tant que pratiquants, on optimise vraiment ce, ce- cette puissance en fonction du poids que tu as, tu vois. Donc toi, par exemple, si tu es un combattant très léger, tu vas viser le maximum de puissance, développer le maximum de puissance bien avec sûr. le peu de poids que tu as. Et tout le monde fait la même chose dans toutes les catégories de poids. Donc si toi, tu passes dans la catégorie au-dessus, il faut que tu aies le répondant, tu vois. D'accord. Faut que tu aies la Bien sûr. capacité non Ouais, non, mais seulement c'est à sûr. encaisser, et à frapper aussi fort qu'eux, tu vois. C'est Moi, ça. ça m'est arrivé de ne pas être au poids, parce qu'à l'époque, quand tu n'étais pas au poids, on te proposait d'aller dans la catégorie au-dessus. Ça m'est arrivé dans la catégorie au-dessus quelques fois comme ça. Je te promets que tu sens, mais, parce qu'en plus, souvent aussi, C'est c'est des ça. mecs qui sont encore au-dessus et qui sont sous régime. Enfin, tu connais comme moi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. donc, D'où l'intérêt de s'entraîner énormément en sparring partenaire ouais, avec des catégories au-dessus. Moi, c'est ce que je fais beaucoup avec ouais, mes élèves. Des fois, on essaye de varier, on essaie d'aller dans d'autres clubs pour se retrouver ouais, avec des catégories, même tourner avec des mecs qui font 10, 15 kilos de plus que toi, de prendre les coups à ouais, l'entraînement pour justement se préparer à ce type d'écart, quoi. Bon, après, exact. quand on est dans des catégories plus basses, les seuls écarts qu'il peut y avoir, c'est des écarts de 3, 4 kilos. Si tu combats en moins de 80 kilos et que le jour de la pesée, tu es à 75 et demi, 75 500, c'est qu'il y a eu un souci. C'est vrai que le but, quand on fait des compétitions, c'est toujours d'essayer d'être Ouais, proche ou exact, plus ouais. haut dans sa catégorie. Ouais. Mais c'est vrai que 2-3 kilos d'écart, déjà, on le voit. Alors là, 14 ou 10 kilos d'écart, c'est. Ouais, 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 surtout sur des combattants UFC qui ont des puissances phénoménales, là, je c'est peux te ça, dire ouais. que je pense que ça devait faire mal, quoi. Mais Ah, ce mais serait bien de voir s'il y avait la même différence sur le premier combat. Parce que je pense que Francis, il devait faire à peu près le même poids. Sauf si Stipe Miocic a perdu du poids entre-temps. bien sûr. Mais je pense qu'il devait y avoir quand même un écart entre les deux, quoi. Ouais, bien sûr. C'est intéressant quand même d'avoir tout simplement l'expérience d'une personne comme toi qui est préparateur physique, qui est toujours en plus dans le circuit, parce que aujourd'hui tu prépares, je le rappelle encore une fois pour ceux qui nous écoutent, donc au MMA Factory, qui est quand même une grande école sur Paris, qui est dirigée toujours par Fernand Lopez, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc D'accord?
je crois, une cinquantaine de combattants professionnels. Et donc, nous, on est 6 préparateurs physiques là-bas à travailler là-bas. Et D'accord. donc, moi, je m'occupe de Samir Faidine qui a été champion Cage Warrior en 2019. Cage Warrior, c'est l'ancienne organisation où a gagné Conor McGregor avant d'intégrer l'UFC. D'accord. Et je m'occupe de Nourdi Nazret, qui est combattant au Brave MMA, qui est une organisation au Bahreïn. Et il combat aussi dans l'organisation Eagle FC, qui est D'accord. l'organisation de Khabib. Il y a du lourd, il y a du lourd. Bah, pour ceux Ouais. qui connaissent pas Rachid et qui viennent de le découvrir là à travers cette vidéo, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube Entraînement de champion. Vous verrez, il y a plein de beaux conseils sur la préparation physique autour des sports de combat, des arts martiaux. Les vidéos sont super bien réalisées, je le dis franchement. D'ailleurs, si j'ai accepté cet échange-là, c'est parce que je vois que que tu as l'air d'être une personne simple. Euh, voilà, la tête sur tes épaules. Quand on voit les vidéos, voilà, on cerne le personnage, on voit que tu es entier. On sent que c'est qualitatif. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube. Il y a plein de beaux conseils. Cette chaîne mérite plus de vues, plus d'abonnés. Tu mérites plus de soutien. Moi, en tout cas, je t'apporte le mien. Ça a été vraiment un Merci plaisir de Sylvain. faire cet échange avec toi. Et puis sache Plaisir partagé. on aura l'occasion de faire d'autres échanges. Et puis avec grand plaisir, Rachid. Avec grand plaisir Sylvain. Merci à toi en tout cas pour ton accueil. Merci à tous les abonnés de Sylvain. Continuez à le suivre. Donnez-lui de la C'est gentil. force. Et puis bah, j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos, de vous apporter, de vous partager notre passion tout simplement. Je vous mets le lien de Entraînement de champion, la chaîne YouTube de Rachid, dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, on se voit dans les prochains jours, dans les prochains mois. Je ne sais pas, on verra les prochains combats qui arrivent. Et puis, on fera des analyses. On apportera comme ça notre expérience. Et on échangera avec tous ceux qui nous regardent, quoi. Voilà, les fighters, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet échange. Si vous avez des idées aussi, on est preneurs. Et puis, bah, Rachid, on se dit à très vite. Ça marche. À très vite Sylvain. À Allez, à bientôt les bientôt. fighters. Ciao, à bientôt les fighters. Ciao. Salut.